Je voulais absolument être indépendant et dépendre de personne. J'avais tout perdu dans ce petit épisode de trading et je suis allé pointer au RSA Porte d'Italie. Je me suis pas laissé prendre dans le flot de j'ai un job, du coup j'y reste. J'ai pris des risques. Et il me tend un papier où je vois des millions d'euros sur la table. Comment ma boîte vaut autant d'argent ? Comment on devient le patron des investissements des startups de Xavier Niel ? Par un coup de chance. Ok. Le coup de chance, c'est que j'ai envoyé un deal à Xavier Niel en 2014, qu'au même moment, la personne qui était en charge de ces investissements était en train de partir, qu'on s'est bien entendu et qui m'a gentiment proposé le job alors que je pensais jamais un jour avoir un job comme ça. Et que maintenant, ça fait 10 ans. Il fallait qu'il y ait un parcours avant ça pour arriver à cet endroit-là et lui proposer ce deal-là. Comment on construit ce parcours ? D'où tu viens ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, même si on t'a déjà beaucoup entendu en parler, mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton historique ? Le parcours, il revient un peu à ce qu'on disait juste avant, c'est ta capacité à y voir clair dans le présent. Et donc moi, en fait, j'étais malheureux à l'école. À la fin de l'école, j'ai pris le premier job qui me tombait dessus. Et après, j'ai appris dans ce job à savoir qui j'étais, ce que je voulais, là où j'étais bon, etc. Et je me suis pas laissé, entre guillemets, endormir ou prendre dans le flot de j'ai un job, du coup, j'y reste. Je vais peut-être pas partir, peut-être qu'il faut peut-être pas que je prenne un risque et tout. En fait, j'ai changé de job beaucoup, j'ai pris des risques jusqu'à arriver à mon Ikigai qui aujourd'hui qui m'a venture et le fait de rencontrer des dizaines d'entrepreneurs chaque semaine et d'adorer ça, quoi. Avant de passer aux choses sérieuses, juste est-ce que tu peux me rappeler ton parcours ? Comment tu arrives en fait à être dans cette boîte-là, à devenir un des leaders du secteur ? Coup de bol. Ouais, vas-y. Un peu. Moi, je suis dans l'immobilier à l'époque. Tu vois, Okay. en 2010, j'ai monté un LMP, donc j'achète des appartements dans Paris et je les mets en location et je fais de la location saisonnière. Mais c'est-à-dire tu es dans l'immobilier de manière professionnelle ? Oui. Ok. Oui. Le hors meublé professionnel. Ok. Voilà. Mais comment tu arrives là-dedans dans l'immobilier ? École d'ingénieur. Voilà. Ok. Quand je sors, je fais un peu de conseil. Je fais 2 ans chez KPMG, 2 ans chez Ernst & Young. Et avec le virus de l'entrepreneuriat, moi, si tu veux, depuis que je suis né, je veux monter des boîtes. Monter des boîtes, ça me fait rêver. Ok. Depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, je veux monter des boîtes. Et c'est quoi les modèles à l'époque ? Mais je sais pas, pour moi, c'est à chaque fois, j'ai pas de modèle parce que mon père est enseignant, ma maman est mère au foyer, donc je n'ai aucun modèle d'entrepreneur autour de moi. Je ne connais aucun. Donc du coup, ça me permet de les fantasmer. Je fantasme l'entrepreneur. Je l'imagine comme un capitaine de bateau qui va partir à l'aventure avec son équipe, gagner sa croûte. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? L'aventure, hein, ça c'est hyper important. La bande de potes est autonome financièrement. Ça, c'est un peu les 3 trucs qui me font rêver. Mais je connais rien. Moi, je connais pas l'entrepreneur. Donc, spontanément, après une école d'ingé, tu fais les beaux cabinets de conseil. Voilà, donc je fais un peu de KPMG, un peu d'Ernst & Young, mais j'ai envie de monter ma boîte. Et je monte une première société parce qu'un jour, je rencontre un entrepreneur qui avait monté une société qui s'appelait Adverline, Loïc de Kerdrel. Et je lui dis, putain, j'ai envie de monter une boîte et tout. Et on monte une boîte ensemble. Donc, il me met le pied à l'étrier. Mais une boîte de quoi ? Publicité sur Internet. Ok. Une société qui s'appelle KP Media, publicité sur Internet et édition de site web. Donc, on est en 2005-2006, tu vois. Ouais, donc c'est le début. Ouais, c'est le début. Les bandeaux qui clignotent, les carrés, les machins et tout. Et donc, il me met le pied à l'étrier. Et effectivement, ça me plaît bien. Je commence à faire de la croissance, chiffre d'affaires. À l'époque, t'imagines, on parle même pas de levée de fonds. Ça n'existe même pas. Hein. Donc, déjà, tu vois, à l'époque, j'avais la discipline de dire il faut de la trésor et il me faut du chiffre d'affaires. Tu vois, c'était déjà... parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le choix. Et puis, je veux lui racheter les 40% parce qu'à un moment, il est sleeping partner. Il est parti monter sa boîte. On n'est même plus dans les mêmes bureaux, on n'est même plus dans le même arrondissement. Enfin, on se voit plus. Et je vais le voir, 18e, chez Ginette de la Côte d'Azur, à Marc-Colincourt. Et je vais le voir, mais la fleur au fusil. Moi, j'ai 27 ans à l'époque. Tu sais, et je lui dis, tiens, Loïc, je vais te racheter tes 40%. Ah, il me dit, non, ça me fait chier. Non. Laisse-moi réfléchir. Et tu sais, j'ai dit ça, mais j'avais aucune valo. Si tu veux, c'était une SARL. J'avais mis mon capital à 8 000 €. Enfin, si tu veux, j'avais aucune valo. J'ai dit, comme je te dis, tiens, on va se prendre un café, tu vois, un peu. Et une semaine plus tard, il m'invite au Bistrot des Dames, donc dans le 17e. Bistrot des Dames, c'est un endroit, je pense que, je sais pas si ça existe encore, mais il y avait un jardin avec un Bouddha, très romantique, très date. Bon, donc on se met sous le saule pleureur, il y a le Bouddha à côté, on a une petite table de 2, très date, hein, et une petite coupe de champagne. Et alors, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, Xavier, j'ai une migraine de l'enfer. Je n'ai jamais mal à la tête, jamais. Mais ce jour-là, putain, la migraine de dingue. Mais on te propose une coupe de champagne, tu te dis qu'il va y avoir une bonne nouvelle à la clé. Donc évidemment, je prends la coupe, je trinque avec lui, il me dit, écoute, j'ai réfléchi. C'est moi qui vais te racheter tes 60%. Et je vais te nommer directeur général du groupe. Et j'imaginais en valo ça. Et il me tend un papier où je vois des millions d'euros sur la table.
Alors là, je suis sur le cul, quoi. Comment ma boîte vaut autant d'argent? Je me dis, à ce moment-là, je te jure, putain, je suis millionnaire, quoi. C'est incroyable. J'ai 27 ans. Mais moi, je gagnais à l'époque 3000 balles par mois. Et là, je vois une si grosse valeur. Ce papier, je te jure, je l'ai gardé comme un gris-gris dans mon portefeuille pendant des années. C'était mon porte-bonheur, quoi. Je me suis dit, bon. Et donc, il me rachète. Alors, on finit quand même par doubler la valo, on négocie, parce que moi, je n'étais pas du tout vendeur. Donc, du coup, quand tu n'es pas vendeur, tu as une position extrêmement dominante. Voilà. Mais bon, ça se passe super bien. Je deviens directeur général du groupe. Voilà. Et puis, c'est 250 personnes, c'est de la gestion, il y a des fonds d'investissement, c'est coté sur Alternext en bourse. C'est de la gestion. Moi, je suis pas du tout un très bon gestionnaire. J'ai besoin de rêver. Je suis un mec qui part à l'aventure. Gérer des... comme il y avait pas mal eu de build-up aussi avec Société.com et des choses comme ça, des cultures d'entreprise différentes, tu vois, des gens, des bastions à l'intérieur de la boîte, compliqué. Et donc, tu participes toi aux acquisitions à ce moment-là? Ouais, Chez eux. un petit peu. Un petit peu. Mais avec il faut discuter avec les fonds, les banquiers, c'est un autre métier. Donc je fais 1 an et puis voilà, puis au bout d'un moment je dis bah écoute non, moi de la gestion c'est pas possible, j'ai envie de repartir à l'aventure. Et donc je quitte le groupe, une main devant, une main derrière. Voilà, pour je ne sais pas quoi faire. Et puis je pars aux Pourquoi États-Unis. une main devant, une main derrière Parce que je suis parti très rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai annoncé que je voulais partir, je pensais que j'allais partir dans l'année, je suis parti dans la journée. Quand j'ai annoncé à lui que voilà, d'ici la fin de l'année, j'ai envie de partir, très mal pris, très colérique. Ah ouais. Et donc je suis rentré au bureau, j'ai pris mon ordi, je suis plus jamais revenu. Parce qu'il a vécu ça comme une trahison, tu penses? C'est exactement ce qu'il m'a dit. Ah ouais, d'accord. Je considère ça comme de la haute trahison. Après, c'est un sanguin, c'est un colérique, il est un breton, il est formidable, mais ce coup-là, il l'a mal pris. Donc moi qui pensais avoir un atterrissage en douceur, j'étais mandataire social, donc voilà, je suis parti, c'est comme ça. Bah, après, j'ai vendu ma boîte, donc j'étais tranquille. Et donc, je pars aux États-Unis, je fais un peu de côte Est, un peu de côte Ouest, et je me dis, bon, je vais revenir en France, il faut que je remonte une boîte, mais quoi, j'ai aucune idée. Bon, en attendant, qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime bien l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment mon dada, c'est ma passion. Dans quoi t'es bon? Ah bah tiens, j'imaginais que j'étais pas trop mauvais en négociateur, commerçant, tu vois. J'ai l'impression que j'avais un petit talent pour ça. Et donc, je reviens en me disant, je vais faire marchand de biens. C'est tout ce que je déteste, un marchand de biens. J'ai fait une opération, j'ai acheté un hôtel à Montorgueil, j'ai revendu, j'ai fait une plus-value. Je me suis dit, putain, mais c'est ça, marchand de biens. C'est t'achètes un truc, tu t'embêtes pendant 1 an et demi à acheter quelque chose, et après, tu le revends, tu fais ta plus-value, et tu repars à zéro. T'as rien construit, t'as pas d'équipe, c'est nul. Donc, zéro. Donc, mais l'immobilier me plaisait bien, donc je me dis, il faut que je trouve un autre modèle économique. Donc, il faut que j'achète, et puis que j'arrive à les garder, donc à les louer. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me lance dans la location meublée professionnelle. Et en fait, mon truc, comme je suis ingénieur, du coup, j'ai processé. En fait, je cherche, j'avais des apporteurs d'affaires. Je me faisais un réseau d'apporteurs d'affaires parce qu'en fait, il faut trouver les petites pépites. Entrepreneurs, architectes. Et puis après, quelqu'un qui s'occupait de la gestion de mes appartements, de la location saisonnière. Et c'est là que je découvre Airbnb, la puissance d'Airbnb, l'idée de génie, l'idée que j'aurais voulu avoir. Je suis très jaloux de Brian Chesky qui a eu l'idée de créer une communauté avec tellement de confiance envers la plateforme que toi, tu as confiance de laisser tes clés à un mec que tu connais pas et qui habite à l'autre bout du monde, quoi. Et deuxième truc, à cette époque-là, je vais me remettre à la guitare. Ok. Voilà. Et je me dis, putain, comment je fais pour trouver un bon prof de guitare? Est-ce que je vais à la boulangerie du coin, me chercher entre les trucs de babysitter, les nounous, les femmes de ménage, un prof de guitare, au petit bonheur la chance à la boulangerie? Ou je vais sur le bon coin, je me cherche un prof de guitare et je vais le voir entre une machine à laver, un camping-car. Il est où le Airbnb du prof particulier? Et donc, je me dis, putain, moi qui vais le créer. Et donc, je pars comme ça. Mais il faut que tu imagines que c'est un side project. Moi, j'ai ma boîte d'immobilier, j'achète des appartements dans Paris. C'est ça qui me fait kiffer. À l'époque, j'en ai peut-être un peu plus de 30, tu vois. J'ai ce petit side project. Et en fait, Superprof, si tu veux, ça explose au bout d'1 an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, en fait, ton projet, c'était de devenir pilote de chasse. Et en fait, il y a un accident de parcours. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu arrives justement dans le monde du BTP? Comment tu fais pour arriver chez Layar? Alors moi, j'ai un parcours assez classique avec un diplôme d'ingénieur à l'INSA de Lyon. J'ai eu une jeunesse où j'ai beaucoup voyagé, sac à dos, dans pas mal de pays. Découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles choses, ça m'a toujours attiré. J'ai commencé par faire ensuite des stages ingénieurs à l'étranger, en Amérique latine notamment, parce que mon projet, c'était de travailler à l'export. Et j'ai vite constaté que c'était quand même assez compliqué d'avoir une vie de famille en France et d'avoir des projets à l'export. Et donc, j'ai voulu me recentrer sur un poste en France avec la possibilité justement de faire des missions et de pouvoir dénicher de nouveaux marchés, que ce soit en métropole, mais que ce soit surtout à l'étranger. Et donc, je suis rentré chez Layar sur un concours de circonstances assez cocasse, puisque on m'a fait venir au siège de Layar à l'époque
pour être chef d'agence de l'agence de Lyon, commercial. Donc j'avais préparé, moi, ingénieur technique et tout, j'avais ma casquette de commercial, de chef d'agence. Et à la fin de l'entretien, on m'a dit non, mais finalement, on va vous prendre comme directeur du bureau d'études. Donc il a fallu que je retourne ma casquette pour dire que finalement, moi, la technique, j'adorais ça. Ok. Mais je pense qu'ils avaient déjà décelé une appétence pour le commerce, une appétence pour la technique. Et donc, du coup, j'ai commencé comme directeur du bureau d'études. Ensuite, j'ai directeur général. Je crois beaucoup à la formation, donc j'ai motivé la société pour qu'on crée une filiale, une école de formation. Tu fais ton école de commerce, tu sors de chez HEC, tu travailles d'abord un peu à Paris, c'est ça? Ouais, à HEC, je voulais faire de la finance parce que j'avais des pubs qui pop-up, devenir trader, tu sais, sur Internet. À l'époque, c'était l'ancêtre du Forex. Je voulais absolument devenir trader, comme le loup de Wall Street, comme un débile. Tu vois. Et la majeure finance d'HEC m'a pas prise parce que j'avais des mauvaises notes, que j'arrivais pas à me concentrer en classe. Donc j'ai fini en majeure juridique, qui était la filiale poubelle à HEC. Et j'ai commencé en cabinet d'avocat parce que j'avais fait cette majeure juridique à HEC. Donc j'étais à Hong Kong et à Paris, en département immobilier et fiscalité. Donc ça m'a un peu servi. Mais j'étais assez mauvais. Parce que j'arrivais pas à me concentrer. Et donc, je changeais de cabinet tous les 3-4 mois. Et à la fin, j'ai fui à Londres faire autre chose. Je voulais absolument faire de la finance comme dans Loup de Wall Street. Et à Londres, j'arrivais pas à trouver de job parce que j'avais un background juridique du coup. Donc, j'ai triché un entretien qui était... Il recherchait un profil quant algorithmique. Moi, je savais pas allumer un ordi. Et j'ai réussi à passer l'entretien quand même, parce que j'avais pas de questions techniques, et j'ai sous-traité le modèle algorithmique qu'on me demandait de faire à un ingénieur népalais qui faisait ça overnight. Donc j'ai réussi à bullshit my way dans la finance londonienne en fakeant mon premier job, et j'ai réussi à terme à finir sur le trading floor d'HSBC, qui était mon rêve d'enfance. Et donc j'étais enfin trader à Canary Wharf, voilà, à 28 ans, 29 ans. J'ai fait 2 ans là-bas, et c'était trop intense, et au bout de 2 ans, je suis rentré à Paris. J'avais tout dépensé dans les boîtes de nuit. J'ai lu aussi quelque part qu'en fait, tu avais monté une boîte de trading juste à Londres aussi, là-bas, c'est ça? Ouais, j'avais gagné un peu d'argent, et j'ai monté une boîte de trading qui s'appelle Ajax Capital. Je sais plus pourquoi je l'appelais comme ça. Et ça a pas marché. Parce que le trading, c'est très compliqué quand tu es en dehors d'un trading floor professionnel où tu as des départements risques qui t'imposent des limites. Bah là, il n'y a pas de département risque. Tu es tout seul face au marché avec ta propre discipline. Moi, de la discipline, j'en ai pas. Donc, c'est mon premier échec professionnel, ce fonds que j'ai monté à Londres. Et donc ensuite... Et ensuite, je reviens à Paris sans dessous. Donc, encore une traversée du désert. Je suis assez habitué. J'avais tout perdu dans ce petit épisode de trading, et je suis allé pointer au RSA, Porte d'Italie, et j'étais piéton, quoi. Je battais le pavé. J'ai fait un stage d'observation dans une start-up d'immobilier qui s'appelle Bivouac, non rémunéré, c'était pour m'occuper. J'ai rencontré un type là-bas qui m'avait l'air pas trop mal, et donc on est parti, on s'est mis dans ce bar PMU près de Bastille, et on a fait un site internet, on l'a appelé Mastéos, et on croisait les doigts, quoi. J'ai passé mes études d'architecte, ensuite j'ai fait Chaillot, ensuite j'ai passé le concours, je l'ai raté, et ensuite je l'ai repassé malgré tout, en me disant que je voulais absolument être indépendant et dépendre de personne. Et puis arrive 2013, qui était une date que j'avais déjà notée, puisque c'était la date de départ à la retraite de ce qui serait mon prédécesseur, Benjamin Mouton. Et en 2013, il y a la candidature pour le remplacer. Je fais une candidature, j'y glisse un petit livret que j'avais fait avec les photos de mes maquettes, dont Notre-Dame, et puis dont les grandes orgues de Notre-Dame. Et puis j'attends fébrilement en n'y croyant absolument pas. Et puis il y a dû y avoir une bonne fée qui a mis mon nom en tête, et je suis devenu l'architecte en chef de Notre-Dame.